en direct. Nouveau. Est-ce que ça marche alors? Tu peux voir si tu captes? T'as pas ton smartphone? Il est éteint. Et non, mais je sais pas m'en servir de mon smartphone. Bon, à mon avis, c'est en direct. Donc voilà, il y a déjà 2 personnes. Donc c'est connecté. Bien. Vous m'entendez? Très bien. Donc on va commencer un peu en avance vu que la salle est pleine. Ce qui nous laissera plus de temps pour les questions et pour le reste. Donc d'abord sur moi-même, donc je suis Karel Verheyken, je suis journaliste et donc j'ai rajouté journaliste d'enquête parce qu'aujourd'hui il y a malheureusement beaucoup de journalistes qui ne font plus d'enquête. Je suis rédacteur, un des rédacteurs du journal Nouvelle Solidarité, qui est un mensuel, et donc j'ai eu le plaisir, nous avons avec plusieurs amis et collègues, pour Solidarité et Progrès, nous avons donc compilé, nous avons fait une enquête très approfondie sur la finance verte. Là, vous avez donc sur le dossier, vous avez la présentation a été distribuée dans la salle. C'est une étude de 150 pages sur les enjeux de la finance verte. Le New Deal vert, sortir du piège de la finance verte. Donc, je vais parler brièvement à la fin. Alors, le thème, mon thème aujourd'hui, donc, c'est la géopolitique du climat. Et puisque vous êtes là, c'est que déjà vous avez un soupçon qu'il y a probablement un lien entre ces deux sujets. Alors, d'abord, bon, ici nous sommes à Saint-Dié, c'est une ville dont le nom résonne dans mon esprit comme un des berceaux de l'humanisme au moment de la Renaissance, lorsque vers 1500, ici à Saint-Dié, il y avait le collège vosgien, qui était une pépite, une pépinière d'humanistes, de scientifiques, d'imprimeurs, de penseurs, qui, à l'époque où l'empire d'Habsbourg, l'empire espagnol, se croyait tout-puissant, omniscient et porteur de la seule et unique vérité et unique religion qui était l'Église triomphante de l'époque, il y a eu ici, à Saint-Dié, une poignée d'humanistes dans l'esprit des frères de la vie commune et d'Erasme, qui sont venus dire que, attention, parce qu'il y a quand même et que le modèle que nous devons suivre, c'est plutôt le modèle de Socrate, qu'ils avaient appelé la docte ignorance. Vous vous rappelez que pour Socrate, Socrate disait, selon Platon, « Je sais que je ne sais pas ». Et donc, je pense bien que c'est la base de toute approche scientifique. C'est déjà d'avoir cette honnêteté intellectuelle et morale, d'admettre à un moment donné qu'on ne sait pas, plutôt que de prétendre le contraire. Et donc, ces humanistes sont venus ici aussi pour rire un bon coup des théologiens et des grands prêtres de la science et du savoir de leur époque. Et donc, quand aujourd'hui, moi j'entends des mots comme le négationnisme du climat, l'écocide, etc., il faut bien voir qu'on est en train de basculer dans un environnement où il n'y a plus de débat scientifique, il y a consensus. Et la science, c'est justement le contraire du consensus, puisque c'est la capacité d'un homme tout seul de contester et de dépasser toutes les connaissances de son époque. Donc il y a les croyants, il y a les hérétiques.
Voilà, donc je pense que je vais tenter donc d'apporter un peu de contradiction pour, pas pour le plaisir de cracher dans la soupe, comme on dit, mais pour relever un peu le défi de faire avancer les idées. Alors, en travaillant sur le sujet de la géopolitique du climat, je me suis rendu compte qu'en creusant, en approfondissant le premier, la géopolitique, en fait, je vais vous tenter de donner un éclairage différent sur le débat climatique aujourd'hui. Alors, le terme géopolitique, nous dit-on, serait apparu pour la première fois chez le grand penseur allemand Leibniz. Formellement, il s'agit en premier lieu de penser l'État, non pas comme une abstraction philosophique pure, mais bel et bien l'État comme un organisme géographique ou comme une entité qui se pense dans l'espace, sur un territoire, où il y a des hommes qui ont une culture et qui agissent dans le temps. Donc, tous ces facteurs qui peuvent évidemment influencer les orientations du monde. Cependant, historiquement, derrière le concept de la géopolitique, il y a deux visions, non seulement du monde, mais surtout de l'homme qui s'affrontent. D'un côté, il y a une vision humaniste de l'homme créateur, explorateur et aménageur de son territoire, capable, avec d'autres civilisations, d'engendrer et de partager de nouvelles richesses dans un destin commun. De l'autre, il y a une vision pessimiste, définitivement, et bestiale, réduisant l'homme à une vulgaire colonie de lapins sur une île perdue dans l'océan, tentant d'équilibrer sa reproduction avec l'épuisement lent mais fatal de l'herbe disponible. On le voit avec tout ce qui se dit actuellement sur la Chine. Pour les uns, par exemple, pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, l'initiative chinoise Une ceinture en route, mieux connue comme les nouvelles routes de la soie, est un projet géopolitique chinois visant à instaurer sournoisement l'hégémonie chinoise au niveau mondial, évidemment au détriment de ses rivaux, surtout anglo-américains. Alors que pour nous, les optimistes, il s'agit d'une formidable opportunité à saisir, une main tendue par l'autre bout du monde, pour construire le monde dans un cadre d'une coopération gagnant-gagnant au profit de tous. Thierry de Montbrial a donc raison de préciser que la géopolitique est la partie de la géographie politique qui s'occupe des idéologies relatives au territoire. Ainsi comme d'autres, en France, il y en a eu beaucoup, ils se sont révoltés contre, bien tout en admettant qu'il y a un lien très fort entre politique et géographie, beaucoup ont dit, attention, ne tombons pas dans un déterminisme comme l'avait fait Napoléon quand il avait dit « tout État fait la politique de sa géographie ». Ce qui fait que le grand homme d'État, finalement, ce n'est pas lui. Il ne fait qu'obéir à ce que dicte déjà la géographie de son pays, et c'est lui, le grand homme, qui va incarner le destin de la nation. Déterminisme. Ce déterminisme inhérent au concept de géopolitique, manipulé historiquement par différentes oligarchies, a conduit l'humanité plusieurs fois à la guerre. À ce titre, deux mots sur le fameux Friedrich Ratzel, qui est mort à 58 ans en 1904, qui dirigeait donc l'école de Berlin et qui est généralement présenté comme le fondateur historique de la géopolitique. En réalité, ce monsieur n'avait jamais fait des études de géographie, ce qui est quand même étonnant. Il a fait des études de zoologie, notamment à Heidelberg, où il tombe sous l'influence de Haeckel, surtout connu pour l'eugénisme, inventeur du terme d'écologie, et tombe donc dans le social-darwinisme de l'époque. En 1869, donc, il publie différents livres, dont Être et devenir du monde organique, et surtout donc en 1901, il publie un livre dont beaucoup connaissent le nom, qui s'appelle Le Lebensraum. Lire Leben, la vie, Raum, l'espace, c'est l'espace de la vie, mieux connu sous le nom de l'espace vital,
instrumentalisé évidemment par la suite. Monsieur, je suis très ennuyée parce qu'on a eu un papier en début de conférence qui émane de mouvement politique. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de nous vendre quelque chose qui n'a rien de géographique et de scientifique. Écoutez bien, c'est moi qui fais la conférence. Non, mais jusqu'à ce matin, on est quelques-uns, on a entendu des conférences de scientifiques et de géographes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous annoncer un plan clair de votre exposé? Et est-ce que vous pouvez effectivement répondre à la question comment l'évolution du climat va influer ou pas les évolutions géopolitiques de la planète? Parce qu'on est un peu là pour entendre quelque chose là-dessus. Et c'est la première fois qu'on filme. Écoutez, madame. Non, je filme, monsieur. La science, ça a des règles, il y a une méthode, on a le droit de ne pas être d'accord, mais donnez-nous vos sources, faites un exposé scientifique, donnez-moi vos Laissez-le finir. Écoutez, il y a une période de questions, donc laissez-moi parler. Il y a des questions. Les gens veulent m'entendre, madame. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Parce que je ne vois pas ici le Parti Socialiste, En Marche, le Front National, je ne vois pas ça. Mais j'ai un mouvement politique qui fait sa campagne et nous, on est là. Donc vous affirmez vos affirmations politiques. Ben, je connais M. Cheminade, on connaît un peu quoi, sur vos pages, il y a le nom de M. Cheminade, donc voilà, c'est pas le géographe, M. Cheminade. Donc si vous pouviez nous faire de la géographie, ça serait appréciable, M. Sipou. Merci. Bien. Donc je vais vous parler, je vais essayer de reprendre le fil de mon raisonnement. Je vais vous parler donc de ce fameux monsieur Ratzel, et les gens qui vont se concentrer vont très bien comprendre ce qui va suivre, ce que ça a à faire avec l'écologie et le climat. Donc ce monsieur, comme je venais de dire, donc, il a écrit un livre qui s'appelle L'espace vital, qui est devenu quasiment le manuel. Donc il a transcrit en réalité donc, dans la conduite politique, dans la conduite de la guerre, les préceptes de Malthus. C'est ça qu'il faut, c'est là où c'est important. Alors, pour résumer donc, les postulats de base de Ratzel se résument à trois. D'abord, l'État est une forme organique obéissant à une dynamique organique. L'État, selon lui, c'est un être vivant qui naît, grandit, atteint son plein développement, puis se dégrade et meurt. Évidemment, pour survivre, cet État veut s'assurer son indépendance en se saisissant de toutes les ressources, matières premières, techniques, dont il a besoin pour se maintenir. Le deuxième principe, c'est que la survie des États dépend de leur croissance spatiale. Et il dit, il est dans la nature des États de se développer en compétition avec les États voisins. L'enjeu consistant, la plupart du temps, en territoire. La tendance générale consiste à assimiler des civilisations inférieures à la sienne, etc., etc. Donc tout cela n'était plus, à l'époque, ce n'était pas une simple discussion universitaire, mais ça émerge au moment de la création du Deuxième Reich allemand en 1871, et Ratzel lui-même va être un des créateurs de la Ligue pan-germanique, qui sera le fer de lance de l'expansionnisme allemand, y compris colonial. Toute cette doctrine donc, a été transmise via Haushofer, qui était le général bavarois qui avait l'oreille de Hitler, pour justifier évidemment ce qui est devenu le régime nazi par la suite. Tout cela pour dire quoi? C'est que à la fin de la guerre, en Allemagne et ailleurs, la géopolitique en tant que discipline a été bannie des milieux universitaires et des états-majors. En France, la géopolitique sera proscrite parce que c'était vu comme l'eugénisme, c'était vu comme une science par essence, disons, fonctionner sur des bases fascisantes. Les géographes eux-mêmes ont renoncé à l'époque de l'utiliser. Ce n'est que depuis 1979, depuis les guerres anglo-américaines en Asie, qu'on assiste donc au retour décomplexé de ces doctrines, en particulier avec Bernard Lewis et son disciple Samuel Huntington, très connu aujourd'hui par la fameuse thèse du choc des civilisations, qui se fonde en fait donc sur les mêmes axiomes de la géopolitique. Alors, pour revenir maintenant sur le thème du climat,
thème central de ces festivals. Ce qui choque, moi, en tant qu'observateur, puisque je ne suis pas géographe, je ne suis pas biologiste, ce qui choque, c'est qu'un des plus grands arguments qui est aujourd'hui utilisé par les gens qui veulent lutter contre le changement climatique, ce sont très très souvent des arguments géopolitiques. Parce que nous dit-on, ce que disent les rapports du GIEC, c'est que bien sûr il y a des conséquences physiques sur la température, sur l'effet de serre, etc. Ensuite, ça provoque la fonte des glaces, la hausse du niveau des océans. Ensuite, évidemment, tout cela a un impact sur le vivant, d'abord donc sur les animaux et la biodiversité, et ensuite, évidemment, la conclusion, très souvent, donc, c'est par rapport à l'impact sur les hommes. Alors, tout cela, si c'est confirmé, selon les estimations de l'ONU et les modèles informatiques utilisés qui extrapolent les tendances, est supposé engendrer environ 280 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, forcés de s'exiler à cause des bouleversements du climat. Certains pays seront particulièrement touchés par la montée des eaux. Aux Pays-Bas, 47% de la population est menacée, 26% au Vietnam, 10% au Japon. En Chine, c'est seulement 4%, mais 4% de la Chine, c'est quand même 50 millions de personnes. Certaines îles, si les eaux montent, les habitants deviendront apatrides, car leur pays disparaîtra sous les flots, comme j'ai dit, Atlantide. Ce sera la guerre partout, a renchéri l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Alors, pourtant, sur la définition même de qu'est-ce que c'est un réfugié du climat, en fait, il n'y a absolument aucune définition précise. En 1985, le programme des Nations Unies a tenté une première approche qui ne fait absolument pas consensus, parce que ça dit un réfugié environnemental, c'est toute personne forcée de quitter son habitation traditionnelle d'une façon temporaire ou permanente à cause d'une dégradation nette de son environnement qui bouleverse son cadre de vie et déséquilibre sérieusement sa qualité de vie. Donc cela ne fait pas consensus. Et c'est même fortement contesté. Par exemple, il y a des gens de la CIMAD qui disent il se fait que, quand on regarde en détail, 95% des déplacements contraints par le climat se font non pas à l'échelle internationale, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire, c'est des déplacements à l'intérieur des pays. Il y a des pays, au Bangladesh par exemple, qui est un pays extrêmement plat, où dès qu'il y a des pluies, en fait, il y a des inondations absolument énormes. Le déplacement intérieur au Bangladesh, c'est quasiment, tant qu'il n'y aura pas des barrages pour aménager les grands fleuves de Bangladesh, les déplacements intérieurs, ça restera quasiment un mode de vie. Donc, après, donc, il y a M. François Gemène, qui parle actuellement dans une autre salle, spécialiste des flux migratoires, chercheur de l'Université de Liège et de Sciences Po. En fait, lui-même a reconnu, le 11 janvier 2019, dans une réponse à un réseau Action Climat France, il a dit « Prenons les réfugiés africains qui arrivent aujourd'hui en Europe. L'agriculture de subsistance est la principale source de revenus pour plus de la moitié de la population d'Afrique. À l'origine, il y a souvent un exode rural, des populations agricoles qui ne peuvent vivre de leurs revenus. Les villes de ce continent étant aujourd'hui incapables de répondre à l'afflux de migrants des campagnes, ils tombent sous le joug de réseaux de passeurs qui leur promettent un meilleur salaire. Ils se retrouvent coincés en Libye, un enfer sur terre, qu'ils fuient pour arriver en Europe. On parle souvent de réfugiés économiques, imaginons que l'environnement et l'économie sont deux domaines différents, mais pour la plupart des habitants du monde, il s'agit de la même chose. On peut tout aussi bien parler de migrants environnementaux, climatiques ou écologiques. Donc, alors déjà, c'est quelque part c'est honnête, parce qu'il décrit lui-même que le climat peut être à un moment donné un facteur aggravant de situations qui existent, mais en fait, il fait la liste de tous les problèmes qui n'ont rien à voir tout de suite avec le climat. On parle de l'agriculture de subsistance,
l'exode rural, les revenus faibles, les villes incapables de répondre, les passeurs en Libye, etc. Tout cela est très 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 loin du climat. C'est toute l'organisation sociale. Et donc, et il dit lui-même, voilà, puisque l'environnement et l'économie c'est la même chose, bah, du coup on peut recaser tous les migrants du monde, on peut du jour au lendemain les requalifier en migrants climatiques, parce que voilà, c'est bien, c'est un argument de plus dans notre argumentaire. Alors, en tout cas, ce qui doit soi-disant nous faire peur, ou ce qui doit nous faire peur, c'est la disparition de nos amis les animaux, et surtout l'arrivée de nouvelles maladies et de millions de migrants affamés s'entretuant entre eux en quête d'espace vital et de ressources chez nous, civilisation en déclin. Donc, si on reste évidemment dans cet état d'esprit, on comprend pourquoi certains extrémistes verts et certains extrémistes identitaires d'extrême droite peuvent très bien s'entendre. Hein. Sur l'analyse du problème, en fait, puisqu'ils résonnent dans la même pensée géopolitique. Alors, celui qui a fait sortir le loup du bois, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a à peine un an, en septembre 2019, Sarkozy, à l'université d'été du MEDEF et devant Ségolène Royal, il faut bien se faire plaisir, a cru révéler un scoop en disant que le plus grand choc n'était pas le réchauffement climatique, mais l'augmentation de la population, première source de pollution. Selon l'ancien candidat, vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale n'a aucun sens. Donc là, le loup sort du bois, puisqu'il dit haut et fort ce qui se chuchote en coulisses dans les salons des milieux financiers, surtout anglo-américains, et leurs admirateurs en France, qui se fréquentent évidemment massivement entre eux. Alors, est-ce que c'est très original? Non, puisqu'il y a eu, dans le dossier, vous avez toute une liste de grandes sommités. Vous avez Julian Huxley, le premier directeur général de l'UNESCO. Vous avez le commandant Cousteau dans le courrier de l'UNESCO en novembre 1991, qui disait je m'interroge sur l'intérêt réel des progrès médicaux, parce que l'élimination des virus relève d'une idée noble, mais elle pose à son tour d'énormes problèmes. Entre l'an 1 et l'an 1400, la population n'a pratiquement pas changé. À travers les épidémies, la nature compensait les abus de la natalité par des abus de mortalité. Nous voulons éliminer les souffrances, les maladies. L'idée est belle, mais peut-être pas tout à fait bénéfique à long terme. Il est à craindre que l'on compromette ainsi notre espèce. C'est terrible à dire. Il faut que la population mondiale se stabilise et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. C'est si horrible à dire qu'il ne faut même pas le dire. Fin de citation. Alors, si vous pensez que c'est réservé au commandant Cousteau, donc il y a le climatologue Jean Jouzel, que vous connaissez tous, a déclaré à France Info « Il est plus difficile à 8, 9 ou 11 milliards d'humains sur Terre de limiter le réchauffement climatique. » Et surtout, donc, vous avez d'abord, évidemment, si vous voulez y rajouter une autre dimension géopolitique, il y a la fameuse étude de 1974 donc, de Henry Kissinger. Donc, depuis quelques années, on a pu déclassifier des documents internes au gouvernement américain. Donc, Henry Kissinger avait écrit que la croissance démographique de pays qui abritent les matières premières essentielles à la prospérité de l'Amérique du Nord était une menace pour la sécurité nationale de son pays. Moi, je rappelle, quand j'ai visité les États-Unis, j'ai vu un autocollant sur une voiture qui disait « Pourquoi ces gens-là ont construit des pays sur notre pétrole ?»
Alors, pour parler des autres climatologues, le plus choquant, donc, Sarkozy, donc, c'est quelques mois avant l'intervention de Sarkozy, en mai 2011, il y a le directeur de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat, un des plus grands chercheurs du monde sur ce qu'on appelle les points de basculement du climat, qui s'appelle Johan Rockström, a déclaré donc au quotidien anglais The Guardian que dans un monde où la température monte de 4 degrés Celsius, il est difficile de voir comment nous pourrions accueillir 1 milliard de personnes, ou même la moitié de ce nombre. Il y aura une riche minorité de personnes qui survivront avec des modes de vie modernes, sans doute, mais ce sera un monde turbulent en proie au conflit. Et pour aller encore plus loin, donc, il y a l'université d'Oxford qui a fait une étude où ils disent, voilà, si on veut rester sous les 4 degrés, on va faire l'inventaire des ressources du monde qu'il ne faut pas consommer. Le charbon, le gaz, le pétrole. Et donc, attends, je trouve ça tout de suite. Donc, c'est une étude de University College de Londres, UCL, en 2014, publiée dans la revue Nature. Revue très sérieuse, un comité de lecture. Alors, les chercheurs britanniques, allant jusqu'au bout de leur raisonnement malthusien, ont calculé avec précision que pour rester en dessous de la barre une hausse de 2 degrés, c'était pas 4, excusez-moi, ce sont 82% des réserves connues des hydrocarbures qui devraient rester dans le sous-sol. Dans des pays producteurs de charbon tels que les États-Unis, l'Australie et la Russie, cela signifie faire une croix sur 90% des réserves en charbon. Pour la Chine et l'Inde, gros consommateurs, on leur demande de renoncer à exploiter 66% de leurs réserves. Pour l'Afrique, c'est 85% de son charbon, 33% de son gaz et 21% de son pétrole qu'on lui demande d'abandonner. Donc, sommes-nous prêts à demander aux pays africains qui ont du mal à survivre d'abandonner 85% de leur charbon? Je ne suis pas très emballé par cette perspective. Alors, sur la démographie en tant que telle, aussi bien M. Sarkozy que M. Jouzel fonctionnent sur des logiciels complètement périmés. Et je cite le professeur Gilles Pison du Musée d'histoire naturelle, qui dit la croissance démographique mondiale a atteint son maximum il y a 50 ans. Elle était alors plus de 2% par an. Aujourd'hui, elle a diminué de moitié. On est à 1,1%. Elle devrait continuer de baisser avec la chute du taux de fécondité. Elle diminue d'année en année parce que partout dans le monde, les humains ont choisi de faire moins d'enfants. Voilà. Donc, si l'accélération de l'augmentation est en baisse, évidemment, on va vers 10, 11 ou 12 milliards de personnes vers 2050, mais c'est certainement pas l'explosion qu'on craint. Ensuite, établir un lien direct entre émissions de gaz à effet de serre et croissance démographique paraît aussi et facilement démontrable comme une chose disons, c'est absolument faut que je retrouve. C'est faux. Par exemple, une démonstration simple, la Chine et l'Inde sont les 2 pays les plus peuplés du monde. Ils représentent respectivement 19 et 18% de la population mondiale en 2017. Chine et Inde se classent première et troisième au palmarès des plus grandes nations pollueuses avec 9,8 et 2,5 milliards de tonnes de CO2 émises en 2017. Les États-Unis occupant la 2e marche sur le podium. Maintenant, si l'on ramène ces émissions de CO2 au nombre d'habitants, Chinois et Indiens ne sont plus que 52e et 133e plus grands pollueurs du monde. Loin derrière les Qataris, les Koweïtiens, les Émiratis, les Saoudiens, les Américains et les Australiens, qui monopolisent les premières places du classement avec 49 et 16 tonnes de CO2 émises par individu, évidemment parce que c'est les pays producteurs d'hydrocarbures qui ont ces émissions. Quant aux nations africaines, celles qui connaîtront dans les prochaines décennies une explosion de leur population,
Elles occupent pour la plupart la seconde moitié du tableau, voire carrément les dernières places du classement. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, cité comme exemple problématique par Sarkozy, est ainsi 173e avec 0,6 tonnes de CO2 émises par habitant. Donc, à cela, on peut rajouter qu'en Europe et aux États-Unis, où la croissance démographique est en baisse, les émissions de gaz à effet de serre ne l'est pas. Donc on voit là aussi qu'on peut tripoter les statistiques dans tous les sens et finir par dire des choses qui sont fausses. Donc en tout cas, de mon point de vue, il apparaît que le réchauffement climatique, s'il y a un réchauffement climatique ou pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le problème de la pauvreté est de la plus grande urgence. Donc, si on fait c'est hélas précisément ce que refusent aussi bien les courants les plus extrémistes des malthusiens dans la finance que les courants les plus malthusiens d'une écologie que, personnellement, je trouve dévoyée. C'est une écologie qui a été enfantée par cette géopolitique que je viens de vous décrire. Alors, si on fait maintenant le bilan de ces politiques malthusiennes, c'est qu'au nom de la préservation de l'environnement, on a fait bannir le DDT, dont la consommation était certes trop élevée et dont l'usage avait été certes trop banalisé, alors que le DDT peut s'avérer utile pour éradiquer certains insectes. Il y a des conférences que vous pouvez trouver sur l'augmentation des maladies, notamment par vecteur des insectes, comme le paludisme ou la dengue. Vous savez qu'en 1927, on a connu, donc, tous les pays autour de la Méditerranée ont été frappés. Il y a eu 1 million de cas de dengue en Europe, transmis par les insectes. On a lutté contre le malaria et la dengue en limitant l'ampleur des insectes. Et les professeurs vous diront, oui, si le climat, si la température monte, les pays qui ne pourront pas lutter contre les insectes, ça sera une catastrophe. C'est absolument vrai. Les pays qui ont les moyens de se défendre et de se protéger contre les insectes résisteront beaucoup mieux. Ensuite, donc les malthusiens sont opposés au DDT et aujourd'hui, ils se plaignent des épidémies. Les malthusiens sont opposés à la construction de barrages et des lacs de rétention d'eau. Ils se plaignent aujourd'hui des inondations et des sécheresses. Les malthusiens, comme Ségolène Royal, s'est opposé à la remise en eau du lac Tchad. Aujourd'hui, ils versent des larmes de crocodile sur les réfugiés climatiques. Parce qu'il y a un grand projet qui s'appelle Transaqua, qui permet de remettre en eau le lac Tchad, de le remettre dans son biotope d'origine, ou même mieux, d'en poldériser une partie, pour que pêcheurs, agriculteurs, c'est 20 millions de personnes dans la région, qu'aujourd'hui, si le lac Tchad, par les conséquences de la déforestation et de l'extension du Sahel, font que le lac Tchad va disparaître. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des millions de gens qui basculent dans la pauvreté, dans la migration et dans le terrorisme. Donc, quand on voit qu'au nom du climat, on va empêcher la remise en eau du lac Tchad alors que c'est son état naturel, et que, voilà, je dis, on verse des larmes de crocodile sur les sorts de réfugiés climatiques. Les malthusiens sont opposés à la construction au transfert de technologies, y compris la technologie nucléaire en Afrique. Aujourd'hui, on se plaint de la déforestation et les pollutions résultant de la consommation du charbon. Les malthusiens s'opposent à la construction des stocks alimentaires et des silos, alors que normalement, si on attend une augmentation des températures, la première chose serait de lancer un plan d'urgence. Vous savez qu'en Afrique, vous avez 60% des récoltes qui sont détruites, ce qu'on appelle des dommages post-récolte. C'est de l'ordre de 60%, parce que les nuisibles et les insectes viennent manger et détruisent les choses qui sont produites. Donc,
Donc si on ne fait pas ça, aujourd'hui, oui, on aura ces gens qui vont fuir la guerre, la misère, parce qu'on les a mis dans cette situation. Aujourd'hui, la Banque mondiale pleure sur tout ça, alors que c'est elle, avec la complicité du Fonds monétaire international, qui ont organisé un endettement odieux de ces pays qui ne sont plus des pays en voie de développement, mais en voie de destruction. La plupart des pays, par intérêts cumulés et par intérêts sur les intérêts, ont souvent remboursé beaucoup plus de capitaux qu'ils n'ont jamais reçus. Tous ces revenus n'ont pas été investis sur place dans les services publics et dans les infrastructures, d'où la fragilité pour tous ces pays. Alors, la dernière métastase de cette géopolitique du climat, aujourd'hui, s'appelle la finance verte. Une opération organisée par les milliardaires verts, convaincus que les heures de la bulle actuelle, parce que vous savez, nous ne sommes plus dans un capitalisme de production industrielle ou agricole, nous sommes dans un capitalisme totalement financiarisé. À partir de 1971, en fait, on a découplé totalement la sphère financière de l'économie réelle. Donc aujourd'hui, on fait prospérer cette bulle financière au détriment de l'économie réelle. Évidemment, les bulles financières, c'est comme les bulles de savon, fatalement, ça explose. Donc aujourd'hui, il y a tout un calcul, quand je vois les grandes compagnies pétrolières, comme la British Petroleum, pour ne pas la nommer, ce sont eux aujourd'hui qui tiennent les énergies durables. C'est eux qui tiennent les plus grandes industries des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. C'est pas le paysan du Larzac. Ce sont ces grands cartels financiers qui sont en train de faire un pari de ce qu'ils appellent un moment Minsky du climat. C'est-à-dire que normalement, vous avez l'obsolescence d'une technologie qui fait qu'à un moment, si aujourd'hui vous êtes producteur de carrosses en or, comme si vous viviez à l'époque de Louis XIV, évidemment votre entreprise a une certaine valeur. Aujourd'hui, si vous êtes constructeur de carrosses en or, c'est très sympathique, mais ça vaut rien. Donc à un moment donné, par le progrès technique et scientifique et technologique, fait qu'à un moment donné, régulièrement, c'est décrit par Marx et d'autres économistes, régulièrement, il y a une dévaluation, il y a une dépréciation de l'ensemble de valeurs et de titres qui vont ne plus rien valoir. Donc le pari de cette finance folle, aujourd'hui, c'est de dire on va parier sur l'économie verte. Donc à un moment donné, donc ces gens-là, ils ont créé les climate bonds, les obligations du climat. Il y a un énorme marché d'obligations du climat. Et donc à un moment donné, ça a commencé il y a plus d'1 an avec le... Vous savez, les Norvégiens ont un grand fonds souverain qui a été construit avec les ressources pétrolières de la mer du Nord. Et c'est un fonds qui déjà est sorti du charbon et qui est en train de partir, en train d'abandonner le pétrole, alors qu'ils avaient commencé à s'enrichir avec ça. Donc ça a été un... Donc il y a une communication, une guerre de communication par des gens qui sont en train de parier que demain, tout ce qui est les hydrocarbures, ça ne vaudra plus rien. Donc il faut évidemment créer des situations, il faut qu'il y ait des milliers d'enfants et de jeunes qui aillent dans la rue pour dire il faut sauver le climat, il faut sortir des hydrocarbures, il faut investir dans les renouvelables, parce qu'il se fait qu'il y a des milliardaires qui ont investi là-dedans et qui veulent que la valeur de leur bulle financière puisse monter. Alors, l'homme le plus important là-dedans, c'est Michael Bloomberg, qui est un des, je ne sais plus si c'est le 12e plus grand milliardaire de la Terre. Et Bloomberg, avec d'autres, donc, finance une grande fondation en Europe, qui s'appelle la Fondation européenne du climat, l'European Climate Foundation, qui est une fondation des fondations. Donc, vous avez Hewlett Packard, vous avez Bloomberg, vous avez tous ces gens-là qui mettent un paquet de fric, mais ils sont verts, ils sont aussi verts que les billets du dollar. Ils mettent plein d'argent là-dedans, et la Fondation européenne du climat, elle répercute, elle redistribue ses capitaux à un certain nombre d'organisations. Moi, j'ai failli faire une demande, parce que vous pouvez sur Internet dire, voilà, je veux distribuer des tracts, donc
vous avez droit à des subventions, ils sont prêts à vous payer des salaires, même un bureau s'il faut, pour faire du militantisme sur le climat. Personnellement, je trouve ça scandaleux parce que c'est un conflit d'intérêts manifeste. Hein. Madame Hidalgo à Paris, son plus grand copain s'appelle Michael Bloomberg. Vous pouvez lire le reste de l'histoire dans le dossier. En tout cas, Néron jouait sur la lyre tout en mettant le feu à Rome pour pouvoir y replanter des arbres. Ces milliardaires comptent bien s'enrichir avec leurs climate bonds grâce à notre crédulité et notre ignorance. Pour eux, le climat n'est qu'une excuse pour justifier l'inexcusable politique de l'esclavage et de la dette, une décroissance démographique, en sorte un génocide qui cache son nom. J'appelle tous les écologistes honnêtes de me rejoindre pour les combattre. Merci. J'aurais deux questions. C'est tout? Vous avez fait quelque chose sur Ratzel et l'épistémologie de la géographie. Je pense qu'il y en a parmi nous qui connaissent bien mieux l'épistémologie. Et vous nous avez dit qu'il n'y a pas de géopolitique avant une date, depuis 1945, c'était une date relativement récente. Connaissez-vous Yves Lacoste? Oui. Bah non, j'ai dit 1904. J'ai dit Leibniz. J'ai dit. Attends, je vous réponds. D'abord. Après 1945, il n'y a plus de géopolitique, c'est interdit. Je vous demande si vous connaissez Yves Lacoste. Oui, mais Yves Lacoste, c'est quand il a créé Hérodote et quand il a ramené la géopolitique, d'ailleurs avec les bémols qu'il fallait, c'est pas avant 79. Hein. C'est après. Ça va vous vérifier. J'ai une autre question, alors très technique là. Vous avez dit qu'il fallait remettre en eau le lac Tchad, Oui. que des gens s'y opposaient. Moi j'aimerais savoir comment on fait concrètement. Alors concrètement, donc, il y a depuis les années 1960 une entreprise du BTP italien qui s'appelle Bonifica, qui a fait des études et qui a eu il y a un an ou deux. Donc ils ont eu le feu vert, il y a eu des accords entre les différents pays, entre le Nigeria, le Niger, le Tchad, etc., pour financer l'étude de faisabilité. Il y a différents projets. Il y a des petits projets, il y a des méga projets. Le petit projet, c'est de prendre un peu d'eau sur le Bangui, sur les méandres du Zaïre, et de le pomper à travers la montagne, et de l'amener pour réalimenter le lac Tchad. De le mettre dans les charries, le Logone, pour réalimenter. Comment? Vous avez une idée du nombre de kilomètres et de l'évapotranspiration? Oui, vous savez, le Grand Canal en Chine, vous savez combien de kilomètres il fait? Il fait 6000 kilomètres. Là, on parle d'un petit canal de 1200 kilomètres. Et la mer d'Aral qui a été asséchée, justement parce qu'on a fait des canaux? Non, c'est parce qu'on a voulu faire du coton pour exporter du coton, et le coton, ça boit tout l'eau et ça détruit vos sols. Donc, si vous voulez, il faut sortir des caricatures. Si vous voulez. Les canaux. Je ne sais pas si vous luttez contre les canaux. Réalimenter le lac Tchad. Oui. En prenant l'eau dans une rivière qui est très éloignée, etc. Non, le Congo, c'est un des plus grands fleuves du monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Hein, si vous êtes géographe, vous le savez, le Congo est un des plus grands fleuves du monde. Si vous prenez 5% du Congo, vous avez largement de quoi, sans arrêter même les grands barrages au Congo, vous avez absolument de quoi alimenter le lac Tchad. Mais je peux vous donner les adresses, il y a des études très documentées là-dessus. C'est pas de la science-fiction, c'est un... Alors on peut à la limite dire, aujourd'hui, une partie des terres qui étaient de la mer avant, qui sont devenues des terres cultivées. Donc les pêcheurs sont devenus des agriculteurs. Moi je ne suis pas pour de nouveau créer une énorme mer intérieure où l'eau qu'on met dedans, ça part dans le ciel. Bon, ça crée des nuages ailleurs, mais ça ne crée pas de développement sur place. Je pense qu'il y a une partie qu'il faut maintenir pour la pêche, c'est très important, les gens vivent de ça. Ils produisent aussi de la spiruline d'ailleurs, qui est très intéressant comme apport alimentaire. Mais il y a une partie aussi qu'on peut poldériser, comme on a fait aux Pays-Bas. Hein. Vous savez, il y avait une mer intérieure aux Pays-Bas qu'on a poldérisée, qui n'existe plus. Mais où voilà, on a une des agricultures les plus productrices
les plus productives du monde qui se fait là-bas. Monsieur? Oui, j'ai pas bien compris. Vous pourriez clarifier votre. Dans il y a marqué décryptage et hypothèse dans votre conférence à la fin. Là. Et donc, vous pourriez clarifier votre hypothèse. Votre hypothèse, c'est que le réchauffement climatique, c'est un espèce de grande mascarade et d'un complot mondialisé d'un certain nombre de puissants malthusiens ou de milliardaires de la côte ouest américaine qui, du coup, pour garder la mainmise et leur puissance, auraient tendance à imaginer et à renforcer notre peur et que donc, finalement, sont certains scientifiques, vous avez cité François Gemel par exemple, pour qui j'ai beaucoup de respect, démontrent quand même qu'aujourd'hui on a passé tous les typing points, on a dépassé tous les points de rupture. J'ai écouté encore Hubert Reeves ce matin qui expliquait quand même que ce qui est en question aujourd'hui, c'est comme la survie des espèces humaines. Et donc, quelle est votre thèse? C'est que c'est un vaste complot. C'est ça en fait? Disons, d'abord, sur le climat, je crois qu'il y a des perturbations du climat. Ça, moi, je suis là pour nier ça. Après, en connaître les causes, je ne suis pas convaincu les différentes hypothèses ne me satisfont pas. Voilà. Il y a l'hypothèse, ce que je trouve le plus séduisant, c'est l'hypothèse, parce que je ne pense pas que la Terre existe tout seul dans l'univers, donc je pense qu'il y a d'autres astres, notamment le Soleil, et qu'il y a des cycles d'activité solaire qui agissent sur le champ géomagnétique de la Terre, sur la formation des pluies, etc. C'est très complexe, la science du climat. Oui, ça c'est les arguments de tous les climato-sceptiques sur les cycles de variation, mais ce qui tend à prouver actuellement, c'est quand même qu'il y a une espèce d'accélération totalement anormale, y compris sur les cycles qu'on a connus sur des millénaires ou des millions d'années, que, effectivement, et c'est un argument central de ceux qui disent oui, le climat a toujours varié, mais vous ne pouvez pas nier l'accélération actuelle d'un réchauffement climatique, même s'il est moindre même qu'on a pu le connaître dans l'histoire de la Terre. Pour l'instant, on fait surtout non pas des anticipations, mais des modélisations, où on extrapole et on fait des projections, en fait. Voilà. Donc, sur les faits scientifiques, même. Alors, que vous pouvez pas nier. Comment? Alors, moi, je dis, on peut, peu importe, je veux dire, à la limite, peu importe si c'est vrai ou faux, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se donner les moyens? Et bon, même ces climatologues eux-mêmes le disent, les gens les plus riches qui ont le moyen vont pouvoir résister. Donc il y en a qui disent qu'on aura les moyens de survivre à cela. Donc déjà, il y a un enjeu géopolitique dans ce sens-là. C'est que est-ce qu'on va être solidaire en tant qu'organiser la survie de l'espèce humaine? Ou est-ce que... Et après, normalement, même les animaux, vous voyez, quand il y a un problème, ils s'adaptent. Là, on a des gens qui disent, voilà, il y a un problème, là, où on dit il faut moins d'activité, et pour avoir moins d'activité, il faut moins d'êtres humains. Donc maintenant, ce n'est pas un complot. H.G. Wells appelait ça de open conspiracy. C'est la conspiration ouverte, ce n'est pas des gens cachés dans des caves avec des masques en train de comploter ou des choses comme ça. C'est écrit. Si vous lisez Le meilleur des mondes d'Huxley, il y a plein d'écrits qui existent où une partie des élites anglo-saxonnes, anglo-américaines, dit, voilà, pour nous l'homme c'est comme un animal, il y a des ressources limitées, donc on peut décider qui a le droit de survivre et qui a le droit de mourir. Donc évidemment ils ne vont pas, c'est horrible, mais c'est la façon dont ils pensent. Donc pour moi ça c'est du fascisme et je le combattrai. Voilà. C'est un roman ça. Comment? C'est un roman, Le meilleur des mondes. C'est un roman. Oui, dans le meurtre de Roger Ackroyd. Ça se veut ironique. C'est le médecin qui tue Roger Ackroyd, mais c'est un roman, ça veut dire que... Oui, mais en même temps, ça met sur... Par ailleurs, si vous regardez la famille Huxley et ce qu'ils ont dit... Oui, non mais d'accord, mais c'est un roman. Oui, parce que ça permet aussi de banaliser des idées qui autrement ce seraient... comme même Malthus, vous savez, quand Malthus a publié sa thèse, a été rejetée parce que tous les religieux étaient contre. Donc, voilà. Oui? Si je comprends bien, parce que je suis arrivé un peu en retard, votre thèse est de dire qu'il existe un discours à propos du réchauffement climatique qui est un discours géopolitique, qui parle donc de guerre, qui est basé sur une vision soit eugéniste, soit malthusienne des choses, et qui donne lieu en même temps à une bulle spéculative. Vous porteriez, si j'ai bien compris, en faux à ce discours en disant
l'enjeu, ce n'est pas la croissance de la population, ce n'est pas vrai. L'enjeu, c'est la pauvreté. Exact. Bon. Très bien résumé. Mieux que moi. Alors, si on pose ainsi, et de dire, finalement, l'enjeu, c'est la pauvreté. Parce que la croissance de la population, CFG Pison, n'est pas telle que nous devrions la craindre. Et que, finalement, il y a des gens qui ont à gagner, qu'on ne se batte pas contre cette pauvreté. En gros, le discours malthusien, c'est de dire, ceux qui doivent mourir, c'est les autres. Et en général, les Africains. Parce qu'on est blanc en Europe et qu'on a passé pour les blancs. Ok, par contre, cela, existerait-il une pensée non géopolitique, non marquée par cet eugénisme, qui permettrait d'aborder ce qui est dit actuellement, et on ne va pas s'attacher à ça, une réalité, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Partons d'une hypothèse que c'est vrai, c'est là. Voilà. Existe-t-il une pensée non géopolitique, non eugéniste, qui permette de l'aborder de manière systémique, rationnelle, en termes de sciences humaines? Oui. Disons, ça pose d'abord de résoudre le faux paradoxe entre l'homme et la nature, bien sûr. D'accord. Et donc, pour cela, je pense notamment à des gens comme Vernadsky, Descola. ou des gens qui ont pensé, moi j'ai un ami qui était à l'IFRI, qui ont vraiment une très bonne idée, qui vont voir les pêcheurs et disent, ok, vous voulez pêcher, le jour où vous aurez ramassé tout le poisson, vous serez à l'ANPE, monsieur. Voilà. Parce qu'il y a des écosystèmes, ça existe. Donc quand on intervient, on connaît sur quoi. Donc il y a cette folie malthusienne, mais il y a effectivement aussi la folie d'Auguste Comte, du positivisme, du scientisme, des gens qui pensent qu'il suffit de mettre des produits chimiques sur un champ pour que ça pousse. Donc il faut combattre les deux, et pour cela il faut approfondir cette connaissance du vivant, il faut faire une révolution dans la compréhension du vivant, que ce soit dans l'ultra petit, puisque la majorité entre nous ce sont des virus et des microbes, si vous prenez la... Après on parle de la biodiversité, on connaît à peine peut-être moins de 10% de l'ensemble des espèces qui aujourd'hui vivent. Quand on me dit on a fait la liste des espèces qui sont en train de disparaître, oui, très bien, mais... Et pour ça, il faut avoir une politique de la mer où on n'est plus comme les hommes préhistoriques qui vont faire la chasse et la cueillette sur les mers. Il faut mettre un scientifique, un ingénieur sur chaque bateau de pêche pour savoir exactement ce qu'on est en train de faire, comprendre quels sont les cycles sur lesquels on intervient, de bon escient, et à ce moment-là, l'homme et la nature, on peut avoir ce développement commun. Et à ce moment-là, je pense que si l'homme se comporte ni comme le dictateur sur la nature, ni comme son esclave, à ce moment-là, la nature répond. La nature répond. Par exemple, le maïs. Aujourd'hui, le maïs, à l'état naturel, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, le maïs, on a demandé au maïs de produire un peu plus pour nourrir les humains. Et le maïs a dit, pas de problème. On va le dire autrement. Si vous vous basez sur les pensées celles que vous citez, ou Philippe Descola ou d'autres, est-ce qu'il est raisonnable de penser vous donner une identité juridique à du vivant non humain, par exemple? Voilà. Comment faire pour défendre l'Amazonie, un savoir local sur la biodiversité, communale ou pas, et que tente de s'emparer de son multinational? Voilà, la question maintenant, je comprends, quand vous dites qu'il faudrait que, oui, d'accord, mais concrètement, est-il envisageable, par exemple, de donner une personnalité juridique pour vous, à des grandes identités vivantes non humaines? Moi, je crois que la loi, c'est très bien, mais ça ne remplace pas ce qu'on appelle la culture et la civilisation. Oui, c'est-à-dire, vous savez, en la France, on est champion, on a les meilleures lois du monde, le problème c'est qu'on ne les applique pas. Donc aujourd'hui, et c'est terrible aujourd'hui, parce qu'on est retourné dans la guerre froide, on est de nouveau, on est sorti de cette première guerre froide. Il y a eu une tentative d'aller vers un monde unipolaire qui a échoué avec l'émergence des BRICS, etc. Et on a une situation extrêmement dangereuse, même de la survie même du monde. Vous savez que tous les traités sur le désarmement nucléaire
train d'être jeté à la poubelle. Il n'y a pas la moindre chance que même ça puisse être renouvelé là, en février. Donc, il serait, pour avoir ce genre de choses, il faudrait un sommet au moins des 5 plus grands pays du monde qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui se voient sans les conseiller et qui prennent les grands sujets, la crise sanitaire, la crise environnementale, la crise financière, la crise économique, qui mettent ça à plat et qu'on repart sur un peu comme après une guerre mondiale. Vous voyez, de repenser le monde cette fois-ci, mais avant une guerre mondiale, vous voyez, pour justement pas en avoir une. Donc bon, ça c'est l'action des citoyens et des politiques. C'est à nous de nous mobiliser pour arracher ce genre de développement, de solutions politiques. C'est pas ce que font les jeunes dans la rue? Comment? C'est pas ce que font les jeunes dans la rue? Les gilets jaunes? Non, les jeunes. Non, je parlais des marches du climat, que vous avez évoqué tout à l'heure. Pour vous, les jeunes, c'est pas ce qu'ils font. Tu vois, moi j'ai des élèves en classe qui sont les défilés, etc. Et il me semble que c'est Je pense qu'intuitivement, ils pensent tous à un monde meilleur. C'est vrai. Après, on connaît maintenant les problèmes de l'éco-anxiété. C'est-à-dire moi j'ai un ami qui est enseignant qui m'a dit j'ai des élèves qui maintenant ont décidé de devenir homosexuels, non pas pour le plaisir ou pour la révolte, mais pour ne pas avoir d'enfants. Parce que ils ont... C'est horrible. Il y a d'autres moyens de parler. Voilà, on peut peut-être continuer la discussion entre nous, parce que je pense que... Merci, à bientôt.